Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Focus, bienvenue dans votre émission du dimanche 15h30. Je suis Perle, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une belle émission encore avec une thématique qui j'espère va vous motiver et vous donner envie de vous surpasser. Alors avec Joël aujourd'hui, on va recevoir une invitée d'exception comme à chaque fois sur une thématique qui parle à beaucoup de femmes, je suis certaine. Alors il s'agit de reprendre ses études passées 40 ans et surtout de dire entre défis et à relever et poursuite d'un rêve. Notre invitée pourra nous dire en fait comment elle a fait et nous dire surtout les défis qu'elle a pu relever pour arriver à réaliser ce rêve et nous donner des astuces pour nous aussi un jour, pourquoi pas, nous lancer dans une telle aventure. Joël, je te laisse présenter notre invitée s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Joël, mais c'est pas moi qu'on présente. Aujourd'hui, on reçoit une femme exceptionnelle. C'est mon coup de cœur, donc je suis pas très objective. C'est Madame Ndeye Ndiaye Cissé Lac. Elle a 41 ans. Elle est ingénieure en électromécanique. Elle est directrice associée d'une entreprise dans le secteur de la logistique. Et j'ai l'impression qu'elle a eu 1000 vies, alors qu'on a le même âge. J'ai l'impression qu'elle a eu 1000 vies. Et voilà, je suis très heureuse de la recevoir. Elle va nous en dire un peu plus sur son parcours, justement sur ces 1000 vies qu'elle a eues. Et bonjour Ndeye, bienvenue parmi nous. Bonjour Joël, bonjour Perle. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être aujourd'hui ici avec vous afin de partager mon parcours. Alors pour moi qui n'a pas forcément quelque chose d'exceptionnel, à partir du moment où je pense que toutes les femmes sont exceptionnelles, à commencer par vous qui êtes ici présente et qui m'avez donné cet honneur-là. Alors, pour encore mieux me présenter, donc comme tu as dit, moi c'est Ndeye Ndiaye Cissé, donc Madame Lar. Donc à la base, je suis un ingénieur en électromécanique et j'ai eu la chance en fait de sortir major de ma promotion de l'école polytechnique de Thiès, qui est la première école d'ingénieurs au Sénégal. Donc, dans une filière vraiment qui n'était pas très prisée à l'époque. D'ailleurs, de notre promotion, on était 3 femmes. Sur un peu plus d'une trentaine d'hommes. Mais à l'époque déjà c'était une exception parce que c'était rare vraiment de voir des femmes et encore plus rare de voir des femmes qui réussissaient. Avant ça, j'ai aussi baigné, on va dire, dans un milieu carrément 100% d'âme parce que j'ai fait mon lycée dans une maison d'éducation, donc un internat pour dames qui porte le nom de Mariam Abba, qui est une célèbre écrivaine au niveau du Sénégal. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça que j'ai commencé un peu en termes basiques, on va dire, par rapport à ma formation. Et quand je suis sortie, j'ai eu la chance également d'être cooptée comme ingénieure débutante dans une multinationale pétrolière, quand même l'une des plus grandes au monde, qui était présente au niveau du Sénégal. Et je me suis retrouvée tout d'un coup également au niveau des opérations. Et j'ai passé finalement à peu près 16 années dans cette multinationale pétrolière au niveau opérationnel, mais peu à peu également j'ai pu gravir les échelons jusqu'à occuper en 2013, à l'âge de 33 ans, un poste au niveau du comité élargi de direction, qui était le poste de qualité, santé, sécurité, environnement pour le pays. Voilà. Et puis en 2019, j'ai décidé carrément de sortir de ma zone de confort et d'aller reprendre mes études 16 ans après mes dernières études et donc de faire un exécutif MBA International Paris qui est en fait un double diplôme avec un grade master management et organisation donc de l'université de Paris Dauphine et de Sorbonne. Globalement, c'est ça. Waouh. Déjà, ça plante le décor, ça calme tout de suite. Un parcours exceptionnel, faut le dire, hein, et puis j'espère que tu en es fière. Je peux même te tutoyer. La première chose qui vraiment me vient à l'esprit là tout de suite, c'est de demander est-ce que tu avais cette ambition-là? Est-ce que tu t'es dit, parce que 33 ans, arriver déjà à un poste, comme tu l'expliquais, vraiment de direction, est-ce que tu avais prévu dans ta vie d'avoir un tel parcours? Ça s'est fait un peu par hasard, un peu au fil de l'eau, en fonction des opportunités, en fonction un peu de ce qui s'est présenté à toi. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, je l'avais prévu. Voilà. Mais par la grâce du Seigneur, j'y suis arrivée. Donc, à 23 ans, je suis rentrée dans cette multinationale-là
Et je m'en rappelle toujours, la première chose que j'ai eu à faire le premier mois, j'ai écrit mon plan de carrière, toute seule. Je me rappelle encore de mon fichier Excel, où en ayant fait le tour en fait du service, moi j'ai eu la chance, dès que je suis arrivée, j'étais graduée ingénieure en potentiel en fait pour l'entreprise, et j'ai eu à rencontrer toutes les personnes, je vous dis presque toutes les personnes de l'entreprise, je les ai interviewées pour savoir comment ça marchait. Et quand j'ai fini cela, j'ai écrit mon plan de carrière. J'ai dit ok, je voulais occuper tel poste, puis tel poste, puis tel poste, et finalement au bout de 10 ans, je voulais être directrice des opérations. Et ça, c'était mon plan de carrière à 23 ans. Voilà, 10 ans plus tard, j'ai un peu shifté de voie parce que j'étais en bonne place pour occuper le poste de directeur des opérations, mais je voulais apprendre encore la sécurité, et j'ai décidé en fait un autre poste qui s'ouvrait, qui était le poste de responsable santé sécurité pays. En fait, je l'ai pris. Et tout, donc, je me suis retrouvée dans le comité élargi de direction pays. Donc, au bout de 10 ans, en fait, j'ai intégré le comité de direction du pays. Mais réellement, à 23 ans, j'ai écrit mon plan de carrière. C'est incroyable. Je ne sais même pas. Parce que j'imagine une jeune fille de 23 ans. 23 ans, là, t'es une femme, etc. Mais 23 ans, c'est encore bébé, on sort des études, etc. Qui décide. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est l'interview que tu as fait. Est-ce que c'est de ton propre chef que tu as décidé d'aller voir chaque personne et de leur poser des questions? Ou est-ce que c'était inhérent à ton poste? C'était comment en fait? Alors, c'était vraiment un plan de l'entreprise, hein, parce que c'est très structuré. Et à l'époque, comme j'étais jeune ingénieur et que j'étais sortie major de ma promotion, donc voilà, ils avaient vu le potentiel et ils voulaient que je m'intègre vraiment dans l'entreprise. Mais j'ai joué aussi mon Sherlock Holmes parce que j'avais un petit carnet avec toutes les questions possibles que je posais, et donc je suis allée au-delà de l'opportunité vraiment qu'on m'avait donnée. Donc, et ça m'a beaucoup servi par la suite. Ouais, je retiens cette phrase. À 23 ans, j'ai écrit mon plan de carrière. Moi, j'ai 40 ans, je suis là, mais toujours pas mon plan de carrière. Alors, justement, c'est dingue parce que c'est jeune, c'est en général 23 ans, on sort limite à peine l'adolescence. On n'est pas totalement une femme, mais plus tout à fait une adolescente non plus. Mais est-ce que dans ton enfance, dans ton environnement, tu as été poussée? Est-ce que tu as eu comme ça des personnes par l'éducation? Est-ce que tu as eu des modèles que tu as suivis? Comment, à 23 ans, on arrive à avoir un tel état d'esprit, à avoir une telle vision, clairement une telle clairvoyance qui moi, m'impressionne? Comment ça s'est passé pour toi dans l'enfance ou dans l'entourage à peu près? Dis-nous un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai baigné dans un environnement très challenging. Je suis née dans une famille de 14 enfants. J'étais la 13e. Et j'avais 9 frères. Et mon père était enseignant. Et la plupart de mes frères sont enseignants. Et donc, très jeune, étant la plus petite, pour vous dire, entre moi et l'aîné, il y a presque 20 ans de différence. Hein. L'aîné de la famille, aujourd'hui, est à la retraite. Et donc, quand même, étant très jeune, j'étais tout le temps entre mes frères qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi, et avec mon papa aussi qui était assez âgé parce que Dieu ait pitié de son âme, il est décédé à peu près, on va dire, il y a 4 ans bientôt, à 85 ans. Donc vous imaginez un peu voilà, donc j'étais née vraiment dans une famille où il y avait beaucoup de grandes personnes. Et j'étais un peu la chouchou de la famille. Mais mon père était quelqu'un de très rigoureux. C'était un autodidacte. C'était une personne, on va dire, c'était comme l'homme aux 12 métiers. Donc, il a été infirmier, il a participé à des opérations chirurgicales, il a été professeur, il a été écrivain, il a été philosophe, il a été enseignant à l'école normale supérieure, il a été directeur directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale à son époque. Il a été technicien en génie civil. Bref, c'est quelqu'un qui a eu 12 métiers. Et donc, en étant baigné dans cet environnement-là, challenging, je me rappelle toujours que j'étais entre mes frères à vouloir relever des défis. Je lâchais jamais, en fait. Je lâchais jamais. Donc, très jeune,
je pense que j'ai vécu dans un environnement un peu plus âgé que moi. Et donc, dans le mindset, j'ai toujours eu un mindset assez mature. Et culturellement aussi, on m'a nommé d'après le nom de ma grand-mère, qui était aussi très âgée. Et voilà, donc c'est tout un tout qui m'a défini au fait. Pour vous dire aussi une petite anecdote, j'ai écrit une nouvelle à l'âge de 15 ans. Et quand mon père a lu cette nouvelle-là, il l'a tout simplement confisquée. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser publier cette œuvre-là à mon âge. Je pense qu'il a voulu quelque part me protéger. L'œuvre était trop puissante et il l'a gardée par devers lui. Voilà. Et pour vous dire, c'était un objectif que j'avais. Je m'étais dit, je voulais écrire un livre et mon premier objectif, c'était d'avoir une nouvelle. Donc, à 15 ans, j'étais déjà en train d'écrire mes objectifs et d'y aller pas à pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai vraiment eu la chance d'avoir vécu dans un environnement quand même assez puissant. Voilà, c'est ce que je peux dire de l'analyse que je fais de moi-même. Au début, tu vois, tu as dit que donc, tu as débuté dans un internat pour dames. Et moi, je me posais la question justement, comment on passe d'un internat pour dames, donc il n'y a que des femmes, à un domaine très masculin. Et est-ce que l'explication, c'est pas justement que tu as baigné en fait dans ta famille, puis il n'y avait que des hommes? Parce que je me disais, mais comment penser à un domaine très masculin quand on est dans un internat pour dames? Oui, au fait, c'est ça. Hein. Moi, j'ai eu, c'est ça. Je suis venue dans un internat pour dames. Pendant 7 ans, j'ai été parmi des dames. Mais pour autant, quand je me retrouvais dans un monde d'hommes, c'est comme si le poisson dans l'eau, au fait. Voilà. Et j'étais très proche de mes frères. Je me rappelle que je suivais les matchs de football avec eux, les championnats allemands. Voilà, je jouais aux jeux vidéo avec eux. Je lisais les Tex Willer, tout ce qui est cowboy et quoi. Moi, c'était ça quand j'étais enfant. En fait. C'était ça. Et à côté, il y avait mes sœurs aussi qui étaient avec moi. Mais autant que je me rappelle, j'étais même plus proche de mes frères. Ouais. Voilà, donc. Ça m'a aidé. Ouais, je vois. Et parce que là, donc, tu es mariée, du coup. Et là, j'ai une petite question. Est-ce que justement, ton parcours professionnel, est-ce que c'est quelque chose qui t'a mis un peu des bâtons dans les roues sur le plan personnel, le plan des rencontres, ou est-ce que non, ça a coulé tranquillement? Ça a coulé tranquillement, parce que ça, c'est une petite anecdote que je raconte souvent à l'école polytechnique, comme que les cours quand même sont très, très intenses. C'est vraiment assez difficile. Hein. Il faut se lever de bonne heure. Bon, ils prennent, c'est normal, les meilleurs déjà, c'est des concours avant de rentrer. C'est vraiment déjà le physique, il faut faire du sport, c'est vraiment très difficile. Et souvent, on se retrouve finalement entre nous, hein, on n'a pas beaucoup de temps pour sortir. Si on veut, surtout, voilà, si tu n'allais pas faire forcément un domaine très mécanique avant, parce que moi j'ai fait la série scientifique, la S1, qui était plutôt mathématiques, physique, chimie, et je me retrouve vraiment dans la mécanique. Et voilà, donc finalement, plusieurs parmi les femmes, les dames se sont mariées avec des polytechniciens, donc aussi. Donc, mon mari aussi est ingénieur en électromécanique. Voilà, donc il y a une compréhension mutuelle et ça aide beaucoup. Mais ça enlève le côté, effectivement, d'avoir peur de tous ces diplômes et toute cette intelligence finalement, parce que finalement, vous êtes sur le même pied d'égalité quelque part. Oui, et puis moi, voilà, moi je dis pas, mon mari, honnêtement, il est très, très intelligent. Je lui fais un coucou de passage. Il m'a on devait faire des dessins de moteur. Honnêtement, moi, j'ai jamais fait ça avant. Lui, il avait fait la série E et il m'a beaucoup aidé. Voilà. Et de façon globale, tous les hommes de notre promotion nous ont beaucoup aidés. En tout cas, les 3 dames qui étaient là, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont beaucoup supportés. J'ai jamais senti
honnêtement, c'était une promotion exceptionnelle. Et je le dis sincèrement, très sincèrement, je n'aurais peut-être pas été la majeure de promotion si tous ces hommes-là n'avaient pas été là, n'avaient pas été solidaires. C'est une promotion très, très solidaire, avec des personnes très intelligentes. Moi, je trouve que je n'étais pas la plus intelligente. Non, je n'étais pas la plus intelligente, mais on a joué collectif. On a joué vraiment collectif et je suis sortie major et ce jour-là, tout le monde était content. Le ministre m'a donné mon diplôme, mais il y a les photos et tous ces hommes derrière parce que on m'avait demandé d'avancer et on a eu aussi une formation un peu militaire, on va dire entre guillemets, et tout le monde était en rang comme ça et pour recevoir les diplômes et moi on m'a demandé d'avancer pour me donner mon diplôme et sur les photos tu voyais tous les hommes derrière avec les deux autres dames, tous les gens qui sourient et qui étaient contents pour moi là. Et ça c'était juste énorme. J'imagine, j'imagine. Et qu'est-ce qui s'est passé alors du coup avec tout ce que tu avais déjà fait pour que à 40 ans tu te dises allez hop je repars à l'école. Est-ce que c'était un ennui, ou est-ce que t'avais déjà en fait prévu ça qu'à 40 ans tu t'arrêterais pour repartir sur autre chose? Oui et non. Alors oui, parce que honnêtement, déjà à 23 ans, j'avais prévu qu'au bout de 10 ans, je devais reprendre les bancs de l'école. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai commencé à travailler, au fait, mon père, lui, le plan qu'il avait, c'était que je fasse un 3e cycle. Et certains même de mes professeurs, quand j'avais fini le diplôme d'ingénieur, voulaient en réalité que je fasse un 3e cycle. Et peut-être que je me verse dans l'enseignement, etc. Et moi, j'avais dit je préférais aller dans le milieu du travail, savoir ce qui se passe dans ce milieu-là, pouvoir apprendre et au bout peut-être de 10 ans que je puisse réellement pouvoir savoir ce que je voulais, ce que j'avais appris et ce que je devais prendre comme formation pour me renforcer et être à jour par rapport à ce qui se faisait au niveau mondial. Et donc j'ai convaincu en fait mon père à 23 ans, j'ai convaincu mon père pour qu'il me laisse aller travailler. Et je lui avais promis que j'allais reprendre les bancs de l'école. Donc lui, c'était prévu à 23 ans. Par contre, c'était pas prévu que ce serait à 40 ans, parce que je l'avais prévu peut-être à 33 ans, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, voilà, je suis devenue mère, donc j'ai eu des enfants, et ça, j'y tenais beaucoup aussi. Je tenais beaucoup à ma famille, aux enfants. Même en ayant fait le cycle d'ingénieur mécanique, moi, je voulais rester femme. Voilà, moi, je suis femme, je suis une mécanicienne, mais je suis femme. Je revendique ma féminité. Voilà. Et je voulais quand même me consacrer à ces petits-enfants parce que aussi j'ai eu des enfants un peu plus tard. Au bout de 7 ans de mariage, j'ai eu mes enfants parce que je me suis mariée, pour l'anecdote, je me suis mariée à 24 ans. Donc j'ai eu mon premier enfant à 29 ans, donc à 33 ans aussi. Et donc je me suis dit, bon, là ça allait faire quand même compliqué entre mon travail quand même déjà assez technique entre ma famille, voilà, ça allait faire trop de vouloir faire encore une autre formation. Et donc je laisse un peu les choses couler. Voilà. Et finalement, et dans ma 40e année, à l'aube de ma 40e année, j'ai décidé qu'il était temps de le faire. Voilà. Et parce que effectivement, comme tu me demandais tout à l'heure, c'est vrai, je commençais quand même à m'ennuyer un peu. Ah, c'est ça. Oui. Alors, je m'ennuyais parce que j'avais fait le tour. Et le tour, je formais, donc par la grâce du Seigneur, je formais des gens. Voilà, mais honnêtement, je trouvais plus de challenge. En fait, c'est des choses que j'avais fait, que je refaisais. Et je commençais à être un peu l'ennui qui venait parce que vraiment, c'est juste une personne qui adore relever les challenges, les défis. C'est ça qui me nourrit en fait. Chaque fois qu'il y a un challenge, même si c'est difficile, même si c'est prenant, là, on voit que je suis motivée, je suis à 100 à l'heure. Et quand ça, voilà, quand il n'y a plus autant de challenges quand même, il y a un ennui qui s'est installé. Il y avait ça.
Et puis c'est vrai que le poste que j'occupais, parce que c'était le poste de santé sécurité au travail quand même, hein, s'il y a un incident, s'il y a un camion qui a un souci, tu es dedans, s'il y a une personne qui se fait agresser, tu es dedans, tu es responsable de santé sécurité, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir interviewer les gens, il faut pouvoir analyser les incidents, éviter que ça se reproduise. Honnêtement, au bout de presque 7 ans, j'avais envie aussi d'aller faire autre chose. C'était quand même assez prenant. Et je ne me définissais pas seulement, parce qu'honnêtement, on me voyait comme une experte en la matière et on me voyait quelque part faire carrière dans ce domaine-là. Je ne m'y voyais pas. Moi, j'étais venue pour apprendre. J'étais venue pour apprendre parce que aussi à 23 ans, ce que j'avais compris, entre 23 et 24 ans, c'était que la santé sécurité était l'avenir et qu'il fallait que je l'apprenne. Et donc, moi, je suis allée apprendre ça dans le tas durant mes fonctions. Et donc, c'était quelque chose, au fait, que je comptais greffer dans mes compétences. Mais je ne voulais pas faire que cela. Et à un moment, je sentais quand même que si je continuais là, j'allais faire que ça. Et je dis, non, Day, stop. Voilà, il faut que tu ailles faire quelque chose. Soit tu trouves une opportunité maintenant. Et honnêtement, j'étais définie par ça. Hein. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des gens qui vont m'entendre, qui vont m'écouter, qui vont voir ce que j'ai fait. Ils vont tomber des nues. Ils n'auraient jamais cru que j'étais capable de ça parce que j'étais dans mon domaine d'expertise. Et en réalité, je suis une personne qui ne se définit pas que par ça. Vraiment, je me définis par énormément de choses. Souvent, je vois les gens dire il faut être expert dans ça. Oui, je respecte. Moi-même, j'ai développé une expertise. Mais honnêtement, moi, je suis dans la polyvalence. Je ne peux pas faire qu'une seule chose. Non, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4 choses. Et là, je suis dans mon élément. Je peux passer de A à B, B à D. Voilà. Et quel que soit le domaine, en tout cas parmi les domaines, je me retrouve. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Et je me suis dit, bah, s'il n'y a pas une opportunité qui s'ouvre maintenant, parce que quand même pour être aussi faire, comme les Anglais disent, c'était pas forcément que je pouvais pas trouver quelque chose là où j'étais. C'est parce que j'avais une famille, j'avais pas envie d'avoir cette séparation et d'aller en expatriation, qu'on se le dise. Hein. Je pouvais aller en expatriation, mais j'avais décidé de rester au Sénégal et de voyager parce que j'adore voyager, de revenir, mais d'être basée au Sénégal. Ben, du coup, c'est vrai que tes opportunités sont réduites, hein. Ça, c'est voilà. Donc, mais c'était un choix personnel que j'avais pris et donc je me dis pour ouvrir encore mes opportunités, voilà. C'était de me reformer. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que je suis allée poursuivre une autre formation. Voilà. Ah, moi, j'ai une question parce que ça m'aide beaucoup. Enfin, vraiment, ça me fait plaisir d'entendre cette dimension de l'Afrique, cette image-là, et c'est de la femme surtout, la femme africaine, parce qu'on a souvent l'impression que les femmes ont tendance à se reposer sur le laurier, à compter sur un homme qui a des moyens pour soulever leurs besoins. Il y a encore cette image un peu archaïque, malheureusement, qui est encore véhiculée. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à l'émission qu'on a faite pour la Saint-Valentin. On a eu des échanges assez houleux avec notre invité concernant justement le rôle de la femme et sa place dans le couple. Comment tu t'es articulée, comment tu as organisé ta vie de repartir comme ça, faire les études avec des enfants à aucun moment tu n'as eu peur, que je t'entends, tu as voulu faire ci et ça, te challenger, faire... À aucun moment tu as eu peur de te perdre, à aucun moment tu as eu peur de te dire que c'était un peu trop. Comment tu t'es organisée dans ta vie de femme, de mère voilà. Comment tu as fait? Alors, ouais, c'est organisation. Il faut vraiment être organisé. La maison organisée, à la limite, à la façon d'un automatisme mécanique. Donc, il faut savoir comment organiser tout ce qui est ménage, tout ce qui est cuisine, les menus, les enfants, les programmes. J'ai bénéficié aussi du soutien familial, donc du côté de ma maman, qui m'a beaucoup aidé également au départ avec les enfants. De mon mari aussi, hein, honnêtement, qui m'a beaucoup aidé. Lui, il a fait le Sénégal, il a fait aussi l'Europe, la Suisse. Et donc, vraiment, il est ouvert d'esprit, honnêtement. Il m'a beaucoup aidé
on se partage des fois les tâches. Pour les enfants, les pédiatres, des fois j'ai une réunion que je dois animer, il faut que j'y aille. Les enfants, il faut qu'on les amène au pédiatre. Mon mari se propose, il les amène. Une autre fois, c'est lui, c'est moi qui les amène. Donc vraiment, on a fonctionné en binôme. Et je le remercie énormément au passage. Je pense que s'il n'avait pas été à mes côtés, s'il m'avait pas supporté, honnêtement, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, parce qu'à un moment, voilà, j'ai choisi aussi de fonder une famille, d'avoir des enfants, et voilà. Donc, j'ai pu bénéficier du support de ma famille. Je me suis organisée aussi pour le faire, et aussi pour faire cette formation IMBA. Je savais que je ne pouvais pas faire mon rôle de Country QHSE Manager dans une multinationale sous licence au Sénégal. Je savais que c'était pas possible. En même temps, faire un Executive MBA parce que j'avais eu dire que c'était une formation très prenante, et en même temps être mère de famille. Je pouvais pas faire les trois. Donc j'ai été réaliste aussi. J'ai dit ok, je lâche mon poste de Country QHSE Manager. Maintenant, je suis à la fois mère de famille et je vais faire ma formation. Donc, j'étais lucide aussi. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé pour aller au bout. Ouais, donc en fait, tu n'étais pas au travail et à l'école. Tu es redevenue complètement étudiante. Ouais. Complètement étudiante, avec ma famille également quand même qui a besoin de moi, et mais quand même je me suis pas limitée à ça, hein. Je me suis dit non, je peux pas juste faire les études et puis m'occuper de la famille. J'ai été consultante en parallèle. Le disais aussi. Voilà, histoire de maintenir mon expertise QHSE. Donc, j'étais consultante dans le domaine d'expertise QHSE. Voilà, ce qui permettait quand même d'occuper à la hauteur de moi les challenges que je voulais faire. Et également, ça met un aspect pratique, parce qu'il ne fallait pas juste faire de la théorie pratique. Donc, tout ce que j'apprenais durant mon exécutif MBA, en fait, il y a des choses que je faisais même au niveau de LinkedIn. En fait, c'était une continuité de ma formation. Voilà, donc j'étais aussi entre consultante, étudiante et puis mère de famille. Mais être consultante quelque part est moins prenant qu'une charge, un poste fixe en fait. Donc chez ces managers, parce que c'est vrai. Donc c'était toujours moins que être dans un poste. Et ça me blessait parce que les cours on se retrouvait jusqu'à 21h. Voilà, quand on est en formation, on était jusqu'à 21h. Hein. Le temps d'arriver à la maison, il était 22h. Voilà, le lendemain, on se retrouvait. Des fois, on restait même à faire des TD. Et le lendemain, on avait des cours aussi à préparer. Voilà, c'était... honnêtement, c'était une formation très difficile. Mais très, très intéressant. En tout cas, vraiment, vraiment félicitations, parce que pour l'organisation que ça demande de refaire tout ça, c'est pas pareil quand on a 20 ans, 18 ans, et quand on a maintenant une famille, la maison à tenir, etc. C'est un autre travail. Et tout à l'heure, tu disais justement que tu n'aimes pas faire qu'une seule chose. Nous, on se reconnaît un peu dedans parce qu'on est un peu multicarte, et notamment moi, mais j'aimerais savoir si culturellement, est-ce que c'est quelque chose au Sénégal qu'on comprend facilement culturellement? Nous, en France, c'est plus compliqué, parce que la France, ils aiment bien que tu fasses une case. C'est pas l'anglo-saxonne où on comprend tes multi-activités, etc. Donc, est-ce que culturellement au Sénégal, ça passe bien, ou c'est un peu touchy? Alors, ouais, je peux dire culturellement oui, parce que bon, ici quand même les femmes sont quand même assez battantes. Hein. Il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs, voilà, les mamans de famille, même si c'est pas le secteur formel, c'est le secteur informel. Donc elles ont leur famille en même temps, elles ont leur business à côté. Voilà, moi aussi ethniquement du côté de mon papa, on est issu d'une culture matrimoniale.
où la femme vraiment est assez battante. Voilà, donc je peux dire oui, culturellement au Sénégal, en tout cas, je vois pas, en tout cas, je pense que c'est assez bien vu. Après, moi aussi, j'ai bénéficié d'un certain environnement parce que, comme tu disais tout à l'heure, 23 ans, c'est jeune et je suis rentrée dans une multinationale anglo-saxonne, en fait. Ah, Donc, le mindset en même temps. Ouais, je vais dire. Ça m'a formaté. Moi, je suis rentrée comme ingénieure débutante. J'ai été confirmée comme ingénieure. Et en fait, cette polyvalence-là, même depuis le départ, quand on me prenait, on m'a dit, OK, on te prend comme ingénieur débutant, mais tu n'as pas forcément un poste fixe. On va te faire tourner dans le département, tu vas être ingénieur, tu vas être responsable approvisionnement, après tu vas aller au niveau du transport, tu vas aller au niveau du dépôt. Donc moi, en réalité, quand on me prenait, on m'a donné cette polyvalence-là. Et au bout de quelques mois, on a vu que le premier poste qu'on m'a donné, c'était l'ingénierie. J'ai créé des process, c'était le premier poste qui a été créé, je l'ai pris. Et du coup, on m'a dit, OK, tu restes là, on te confirme, il y a des choses à faire et on pense que tu peux le faire. Et au bout de 3 ans, il y a eu la santé-sécurité, c'était aussi un poste assez nouveau. On m'a coopté pour le faire. Au bout d'1 an et demi, on m'a dit, OK, on a quelques soucis au niveau approvisionnement avec certains soucis, on aimerait que tu nous règles ça. On sait que tu peux le faire. À l'époque, j'avais 27 ans. Donc, on m'a donné ce poste-là. Au bout de 2-3 ans, on m'a encore appelé, on m'a dit, on a un autre challenge encore. C'est au niveau du transport de poids lourds d'hydrocarbures. Voilà, malheureusement, la personne qui venait avant moi était décédée. Donc, le service était resté comme ça du jour au lendemain sans personne. Je revenais tout juste de congé maternité et on m'a donné ce poste-là. Voilà. Et au bout de 3 ans encore, quelque part, on m'a donné encore ce poste de HSE. Donc, moi, je dis que l'entreprise aussi m'a beaucoup formée dans cette polyvalence-là. Peut-être parce que aussi elle détectait cette polyvalence-là en moi quelque part. Juste pour vous dire, quand j'étais au lycée, malgré que je faisais la série scientifique et que j'étais sortie parmi les 2 premières au lycée, à l'époque, on m'avait donné même une bourse fac qui était une bourse française, mais en réalité, je faisais les langues. Hein. Je faisais allemand, je faisais anglais, j'ai fait latin, voilà. Et toutes ces matières-là, je me retrouvais un peu première. Donc, cette polyvalence-là, quand même, comme je dis, peut-être que ça me venait aussi de mon papa qui a fait plusieurs métiers. Voilà. Donc, peut-être l'entreprise l'a détecté et l'a quand même bien exploité dans le bon sens. Et moi aussi, je me suis retrouvée dans ça. Et voilà. C'est quand même assez difficile, je vais dire, parce que peut-être on est dans un monde qui met les gens dans des cases. Oui. Oui. Et, moi, mon LinkedIn m'a beaucoup aidée parce que j'ai découvert beaucoup de choses de moi que je ne connaissais pas, notamment sur ce qui est les hauts potentiels intellectuels. Beaucoup de choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et ça, j'ai découvert dans des lectures que je ne connaissais pas forcément. Et ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis de mieux me comprendre. De mieux comprendre, voilà, mes désirs et mes envies au point de vue professionnel. Voilà, et de l'accepter, hein, et de l'accepter. Et de l'accepter, c'est surtout ça, parce que, en fait, il y a ce besoin d'être nourri constamment. Et c'est vrai que ça peut paraître comme instable. C'est-à-dire, on te catégorise comme une personne qui est instable, qui commence un truc et puis bon, elle saute pour aller de l'autre côté, etc. Et c'est bien que tu aies pu trouver quelque part un moyen de l'accepter et de l'assumer surtout. Tu l'acceptes, tu l'assumes, tu reprends tes études. Et est-ce que tu as repris tes études, tu as fait ton MBA. Est-ce que, en prévision, parce que comme apparemment tu fais des plans de carrière, donne-nous, on va spoiler un peu quels sont tes projets à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes en tête encore et tu te dis, ah ça, j'irai dans 2 ans ou dans 3 ans
Oui, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est trop, quoi. Vraiment, avec tous ces diplômes. Alors, pour vous dire, j'ai aussi le diplôme universitaire de technologie. Au-delà du diplôme d'ingénieur en mécanique, j'ai suivi pendant une année des cours en project management. Voilà, il y a le EMBA, le master management, et puis il y a eu 50, plus de 50 formations, hein, que j'ai eu à faire pendant 16 ans. Voilà, du leadership au management, de la comptabilité à la finance. Voilà quoi. À un moment, je me dis quand même c'est trop quoi. Voilà, là, je me dis ça, mais quand même, tu t'es assez bien formé. Voilà. Là, il faut quand même donner. Donc, vraiment, je suis plus dans la mouvance de pouvoir rendre cela, mais vraiment à des niveaux hauts. Parce que je pense que je peux apporter énormément aux entreprises. Et c'est mon avis, je peux apporter énormément aux personnes qui le désirent. Voilà, pour moi, je suis dans cette phase-là, vraiment, où j'ai emmagasiné énormément de choses et je dois le rendre. Même si je ne sais pas s'il n'y aura pas mes folies d'apprentissage là qui vont revenir un jour pour un PhD, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est assez raisonnable. Ce que j'ai fait, c'est assez raisonnable pour le moment. Voilà. Donc, pour le moment, non. Il n'y a pas. Bon, même après, on finit jamais. Non, mais bon, après, on finit jamais d'apprendre, quoi. On n'est pas une petite formation de une semaine, une mise à jour, voilà, ça, oui. Mais je suis plus dans le rendu, voilà. Justement, parlant de rendu, j'avais justement avec cette question, est-ce qu'il n'y a pas une envie aussi de transmettre un peu aux femmes, parce que bon, nous c'est la thématique de focus, mais enfin de plus j'en reviens là-dessus. Ton parcours est tellement inspirant et tellement motivant. Il y a un côté je veux, je peux, et vraiment dire aux femmes que c'est possible d'y arriver. D'ailleurs qu'on le veut. Après, bon, t'es quand même assez hors norme parce que j'entends ton parcours. Moi, je suis fatiguée déjà. Pourtant, j'adore faire des choses. J'adore. Voilà, je suis maman. J'ai un salarié, j'ai le focus, j'ai un blog, je fais beaucoup de choses et j'aime assez, j'aime bien apprendre. Mais là, j'ai trouvé vraiment à un autre niveau. Est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un livre, justement, parce que tu as écrit un livre à 15 ans, mais comme un livre, une formation, quelque chose pour transmettre un peu de manière un peu plus, je veux dire, de laisser quelque chose de, même un e-book, hein, mais de matériel, en fait, voilà, de transmettre quelque chose qui va aider les femmes dans un processus, dans un peu comment tu as fait, comment tu as géré un peu tout ça et ce que ça t'a apporté, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais c'est vrai que c'est un côté comme ça de t'éparpiller, mais je pense que tu grandis à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu grandis à chaque fois que tu as acquis de nouvelles compétences et t'en es que forcément plus heureuse, parce qu'in fine c'est ça, parce que sinon on s'ennuie. Est-ce que tu n'as pas envie de transmettre ça un peu aussi aux femmes? Oui, effectivement, et les femmes et puis les jeunes aussi, hein, parce que pour moi c'est l'avenir de demain, c'est des personnes vulnérables et c'est l'avenir de nos pays, de notre continent. Donc même l'engagement que j'ai eu sur LinkedIn, même si je suis pas une personne en fait qui aime, parce que quand même je suis technocrate à la base, on sait que les ingénieurs ne savent pas se vendre. D'ailleurs, peut-être je suis assez exceptionnelle, hein. Les ingénieurs ne se vendent pas beaucoup, c'est mon avis, hein, en tout cas au Sénégal. Et donc, cette motivation que j'ai eue, c'était en réalité vraiment transmettre beaucoup de choses aux femmes et de façon plus large aussi aux jeunes. Et c'est vrai que l'idée me trotte d'écrire un livre. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas, ça fait partie de mes rêves, hein, pour l'avenir, pouvoir écrire un livre. Et voilà, donc l'avenir nous le dira et être quand même un modèle. Alors, aussi, peut-être la chose que je voulais dire, c'est que ce qui est étonnant, c'est que moi, à aucun moment, vraiment, je ne me suis sentie éparpillée. Pourquoi? Parce que même si vous regardez mon CV, tout ce que j'ai eu à faire rentre dans une logique. C'est-à-dire qu'un poste est une logique d'un autre poste, est une logique d'un autre poste. Et tout ça, c'était dans la logique d'occuper un poste de direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je me trouve, quand même, ça a été quand même un record, hein. N'oubliez pas, je suis passée d'un poste de country QHSE manager, c'est-à-dire j'étais responsable qualité, santé, sécurité, environnement,
je suis passée de ce poste à un poste de directeur général associé. Donc ça, c'est assez hors norme. Voilà. Mais pourquoi? Mais c'est parce que durant 16 ans, en fait, j'ai bâti des choses. J'ai travaillé pendant 16 ans, que ce soit l'ingénierie, l'approvisionnement, le transport, ça dit plusieurs domaines, le management, le leadership, les formations. Donc tout ça m'a permis à un moment, parce que ça peut paraître, je peux vous donner le challenge de trouver des HSE managers, en tout cas qui sont passés de HSE manager à directeur général. Ils peuvent passer de HSE à directeur d'exploitation. Mais à directeur général, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas, comment dire, du jour au lendemain. C'est parce que je l'ai bâti quelque part. Donc, le plan de carrière, en fait, que j'avais eu, de passer de tel à tel, quand on ne comprend pas, on ne le voit pas. Mais moi, j'avais un puzzle que j'étais en train de rassembler. Et ce puzzle-là s'est rassemblé aujourd'hui. Voilà, donc c'est quand même ce message-là quand même que je voulais lancer. Voilà, des challenges, mais des challenges dans une certaine logique quand même. C'est une logique, ouais. C'est très important ce que tu dis, Ndeye, parce qu'il y a beaucoup de femmes que je rencontre qui ont des parcours justement atypiques, on va dire, plein de formations, elles aiment apprendre, etc. Et qui ont du mal, une fois arrivées par exemple en entretien d'embauche, à expliquer cela quand on leur renvoie un peu une sorte d'instabilité. Voilà. Et elles ont du mal à faire le lien et à raconter une histoire, tu vois, autour de justement toutes ces expériences, toutes ces formations qu'elles ont suivies, qui ont l'air comme ça de pas tellement se ressembler, mais qui suivent une logique. Et c'est important, j'espère qu'il y en a qui t'écoutent parce que tu as très bien su justement lier la chose et mettre une histoire sur tous ces bouts-là que tu cherchais, toutes ces formations, tout ce que tu as appris. Donc, c'est important parce que les gens ont du mal, des fois, à vendre leur parcours quand il est atypique, quand il n'est pas linéaire, voilà. Donc, ça, c'est top. Mais moi, j'ai une question. Une petite anecdote sur ça. Comme on dit, on a toujours souvent besoin de l'autre personne pour nous révéler. Oui. Ce qui m'a réenclenché, parce que c'est vrai, j'avais l'objectif au bout de 10 ans de faire une formation exécutive MBA, parce que l'exécutif MBA, c'est une formation qui te permet d'occuper des postes de direction. Cette formation-là, quand je l'ai faite, moi, j'étais responsable HSE. Mais j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui ont été étonnées. Quand on faisait ressources humaines, je me retrouvais avec la meilleure note, ou parmi les meilleures notes. Quand on faisait marketing, je me retrouvais parmi les meilleures notes, etc., etc. Et à un moment, ça dénotait en fait. Mais c'est tout ce que j'avais eu à faire avant qui m'ont permis. Aujourd'hui, je suis passée d'ingénieur mécanique avec une expertise QHSE. La formation de Dauphine, je l'ai passée avec la mention bien, Sorbonne, avec la mention bien, avec une moyenne de plus de 15,50, environ 15,50. Toutes les matières en moyenne générale. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, en fait, m'a servi. Et toutes les matières qu'on disait, j'avais une connaissance et je pouvais débattre dessus. Donc, moi, je savais ce que je faisais. Et peut-être que les gens ne comprenaient pas forcément, mais moi, je savais. Et je ne révélais pas forcément ce que je faisais, mais je savais là où vraiment je voulais aller. Et l'un des éléments déclencheurs, parce qu'honnêtement, quand j'ai voulu faire le MBA au bout de 10 ans, voilà, c'était dur, c'était difficile. J'ai dit, ah non, là c'est compliqué quand même, je vais m'assagir un peu. Et au fait, j'ai eu à passer en interview. Cette interview-là, c'était un mois avant que je dépose en tout cas, mon désir de poursuivre d'autres opportunités professionnelles. J'ai été interviewée par une personne qui était à Paris, en live. J'ai été interviewée après avec le RH qui était au niveau de Dubaï. J'ai passé tous les tests et tous les entretiens. Et la personne m'a dit à un moment, à la fin, elle m'a dit, mais c'est incroyable. En fait, vous, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sorti, au fait, depuis lors, vous n'êtes pas allé faire plus, avec le potentiel que vous avez? Comment ça se fait que vous restez là? Comment ça se fait que vous n'êtes pas allé faire autre chose? Et quand la personne me l'a dit, et quand je retourne à la maison, en fait, ça a vraiment tilté. J'ai dit, mais waouh, j'ai regardé encore mon parcours, mon CV. J'ai dit, mais c'est incroyable.
il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Et à partir de ce moment-là, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit non, Day, ne reste plus à attendre. On va dire, parce que moi, on m'a toujours sollicité. Voilà, j'étais pas forcément la personne. Moi, j'allais pas demander des postes. Non, jamais demandé de postes. On me les a toujours donnés. Même pour vous dire, mon recrutement dans la multinationale, on m'a appelé chez moi pour me dire viens. Donc, j'ai toujours été là à développer mes compétences, mais j'étais pas une personne qui demandait des choses. Donc, on me les a données. Et pour la première fois, j'ai dit, je ne vais plus attendre qu'on m'appelle. Parce que si tu attends, peut-être qu'on ne t'appellera jamais. Il faut pouvoir toi-même y aller. Il faut pouvoir sortir de ta zone de confort. Il faut développer ton plein potentiel. Et au passage, je remercie cette personne. C'était un homme. Le poste pour lequel j'ai été interviewée, j'ai été retenue. Malheureusement, c'était en fin d'année. Et en début d'année, ils ont changé de process. Et c'était un nouveau poste en fait, qui devait, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Donc, ils ont laissé ce poste-là. Mais moi, je me dis, c'était la grâce divine. En fait, la personne-là, je devais rencontrer pour que justement, elle me dise ce qu'il y avait en moi et que je puisse quand même exploiter cela. Donc, je remercie cette personne si elle se retrouve au passage. Je dis, c'est jamais facile. C'est jamais facile pour une femme. Honnêtement, moi, je reste convaincue que c'est toujours plus facile pour les... Moi, je reste convaincue que le cursus que j'ai eu, les compétences que j'ai eues, si c'était un homme, il aurait dépassé ce stade-là depuis longtemps. On ne donne pas forcément la chance aux femmes. On ne croit pas forcément aux femmes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'auraient jamais cru que j'aurais été capable de ça. Non, ils m'ont connu comme QHSE. Ils m'ont jamais... C'est après, quand je suis partie et que j'ai commencé à être visible sur LinkedIn, que j'ai commencé à écrire des histoires qui m'ont découvert. Et c'est juste quand même dommage. Moi, je lance ici un appel, honnêtement. Il faut qu'on donne la chance aux femmes. Il faut qu'on croie aux femmes. Moi, je crois honnêtement que l'intellect, il est là. Les potentiels, ils sont là. L'intelligence, elle est là. Homme-femme, l'intelligence, elle est là. Chacun est capable de donner. Voilà, quelle que soit ta peau, quelle que soit ton origine, quelles que soient tes croyances. Ce qui est important, c'est que nous tous, hommes, femmes, humanité, qu'on se donne la main, qu'on se donne l'intellect et qu'on se développe. Et moi, je reste convaincue de cela. Mais je reste aussi convaincue que le monde n'est pas encore comme cela. Et qu'on ne donne pas forcément la chance aux personnes, qu'on ne donne pas forcément la chance aux dames. Voilà. Moi, je reste convaincue que j'aurais été, voilà, un homme. Voilà, ça ne se serait pas passé comme cela. Mais, alors, vraiment, c'est très drôle de ça, ce que j'ai dit. Il faut toujours être un battant, il faut toujours se battre. Oui, c'est ça. Il faut toujours croire en soi. Il faut toujours croire en soi, quels que soient les obstacles, quelle que soit la chose qu'on te dit. Voilà, c'est pas, je vous dis, en tant que femme, en tant que musulmane, aujourd'hui, c'est pas facile de porter le voile. Voilà, c'est pas facile de porter le voile. Il y a plein de préjugés. Voilà, il y a plein de préjugés, voilà, quelque part qui peuvent se justifier par des événements mondiaux. Mais je reste, j'ai bon espoir que tout cela un jour finisse et que, voilà, qu'on sache qu'il y a l'humanité dans chaque personne et que les gens sont capables du meilleur. C'est très, très, très beau. En fait, tu as fait le mot de la fin avant la fin? Oui. C'est pas bien, hein? Peut-être que tu ne respectes pas l'émission. Non, mais c'était inspiré, il fallait que ça sorte et vraiment ça fait, je pense, écho à beaucoup de gens. Nous, effectivement, nous on est issus de la diversité et je pense que peu importe où on se trouve, on sait très bien que dès lors qu'on a une femme et en plus une femme sur la diversité, on est obligé d'en faire deux fois plus, on est obligé de donner beaucoup plus pour exister, pour aller de l'avant. Mais j'avais envie de compléter ce que tu disais, parce que c'est vraiment très beau, avec un côté un peu plus, on va dire, combatif, le côté aller chercher. Parce que je pense que si on attend qu'on nous donne les choses, si on attend que les gens viennent vers nous et nous disent, tiens, c'est pour toi, on n'y arrivera pas. Ouais. C'est un peu aussi un peu à nous
Le côté, j'y crois beaucoup, même si j'ai le côté un peu utopiste et humaniste, hein, je te rejoins beaucoup là-dessus. Au côté sororité, empowerment, d'être tous tout ensemble, la mettre dans la main et avancer ensemble. Je pense que si on arrive à faire cela, à se dire, je peux tendre la main à ma soeur, à mon frère, peu importe sa couleur de peau, et aller ensemble chercher là où on ne nous attend pas, chercher là où on se dit, mais non, mais elle va pas y arriver, et prouver qu'on peut le faire. On peut y arriver tous ensemble. Ce qui manque aussi un petit peu, je pense, dans ce mouvement, et je suis un peu comme toi, hein, j'ai un côté très optimiste, parce que j'ai envie de croire que le monde de demain sera meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, ne serait-ce que pour mes enfants, parce que j'ai envie de participer un peu à cela, leur laisser quelque chose de meilleur que ce que nous on aura connu. Ouais. Un grand combat à mener. Non, mais la partie enfant, justement, puisque toi tu l'abordes, Perle, je voulais voir, Day, comment est-ce que tu éduques tes enfants? Est-ce que tu les maintiens dans l'environnement dans lequel toi tu as grandi, c'est-à-dire un environnement très challengeant, ou est-ce que c'est plus doux? Alors je pense qu'ils me dépassent là. Oui, non, là, c'est eux qui me... Non, c'est... alors les enfants, aujourd'hui, les enfants, et c'est global, hein, ils baignent dans un environnement, on va dire, un peu plus ouvert, un peu plus connecté, avec beaucoup plus de connaissances à apporter. Et honnêtement, voilà. Nous, l'éducation vraiment qu'on veut leur donner, c'est une éducation ouverte dans les sciences, vraiment dans pas mal de choses. Ouais, non, moi nous on veut qu'ils nous dépassent, honnêtement. Ouais, ils nous dépassent. Je pense qu'ils nous dépassent déjà, d'ailleurs. Voilà. Leur QI est nos enfants, parce que avec 2 parents comme les vôtres, comme vous, ça doit être quelque chose. Mais les enfants, c'est autre chose. Les enfants, voilà, on a toujours l'impression, et c'est ce qu'on demande, hein, que les enfants sont toujours, voilà, qu'ils ont toujours un brin d'avance sur les parents. Oui. Et ce qui est bien, c'est ce qui nous rend heureux. Ah oui. Ah, c'est beau, non, c'est beau. C'est beau, et puis de toute façon, je pense que même, je vais pas dire génétiquement, mais un peu naturellement, on va dire, quand tu as une maman, un papa comme ça, je pense que c'est quand même assez compliqué, bon ça existe, hein, d'être, comment dire, en mode lazy, dans la paresse. Je pense que ça peut être assez compliqué, donc je pense que naturellement c'est des choses qui, un peu comme on voit un chanteur, son fils devient chanteur, un acteur, son fils devient acteur, quand tu baignes des fois dans un environnement où il y a des gens qui prennent des complètement différents, mais ça arrive que tu reproduises tout simplement le schéma dans lequel tu grandis. Hein. Ça, par exemple, ce que tu dis là, moi par exemple, j'aime bien faire le sport et voilà quoi. C'est vrai que moi les enfants, quand ils me voient, même les filles me voient faire du sport, après eux, voilà, ils font du sport, Donc l'éducation, c'est vrai, c'est très important. Alors je profite aussi de l'émission quand même d'Ago, Joël et puis Carl quand même pour dire mon grand honneur et ma grande satisfaction, même si c'est pas encore publié, mais quand même je tenais aussi à le dire parce que vous m'avez invité à cette émission. Vous avez parlé un peu tout à l'heure à propos d'écrire un livre, donc j'espère, même si ce ne sera pas toute seule. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer en fait que j'ai été nominée parmi les highly respected African women leaders in engineering in Africa. Voilà. Donc, là, je suis très, très contente. Je suis très honorée. Voilà. Donc, il y a des choses qui se préparent et j'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai communiquer encore plus dessus. Voilà. Non, mais vraiment, je suis très heureuse que tu profites de l'émission pour annoncer cette nouvelle. Et ce qui fait plaisir, alors les gens ne nous voient pas, ils pourront voir le replay, bien sûr, c'est que tu as vraiment le sourire comme une petite fille qui a reçu un truc incroyable, alors que tu es quand même, on va dire, habituée à être dans l'excellence tout le temps. Et donc ça, c'est magnifique de voir que t'es pas blasée en fait, parce qu'on pourrait, tu sais, tu pourrais être une femme blasée, bon j'ai l'habitude, je reprends mes études, je réussis ça, et non, t'as vraiment ce sourire, les gens vraiment, je vous invite à aller voir le replay parce que elle a le sourire comme si on lui avait donné une poupée, tu sais quand t'as 10 ans, tu dis ta poupée, donc ça fait plaisir à voir que avec un parcours aussi brillant, t'as encore cette lumière
dans les yeux et qu'il y a toujours quelque chose qui va t'émerveiller en fait. C'est ça, c'est vraiment beau. Et en fait, c'est un bon espoir parce que ça veut dire que le travail finit toujours par payer. Oui. Parce que c'était une nomination parmi plusieurs femmes ingénieures en Afrique. Donc, on est à peu près une trentaine à avoir été nominées dans toute l'Afrique, plusieurs nationalités. Et donc, c'est un panel qui m'a choisi et ça s'est basé aussi sur mon CV. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai eu à faire n'a pas été vain. Et surtout que tout ce que j'ai eu à travailler au jour le jour a été un jour reconnu. C'est ça. A été reconnu et de la plus belle manière par des gens voilà, qui ont vu le parcours, qui ont vu la femme et qui m'ont nominé parmi d'autres femmes. Et voilà, et donc il y a des choses en cours et j'espère que tout aboutira et que je pourrai vous faire l'annonce. Ah ben, on espère aussi, on te le souhaite en tout cas du fond du cœur. Ce sera totalement mérité. On va bientôt arriver à la fin de l'émission, ça va faire 1 heure qu'on se parle déjà, c'est passé très vite. Moi, j'avoue avoir le cerveau en ébullition. Je suis tellement impressionnée et j'ai envie, je sais pas si tu arriveras à nous dire, de revenir un peu à la femme de 23 ans parce que je pense que tout est parti de là. Parce que moi, j'arrive, je suis vraiment impressionnée. Je veux le dire, j'en sens fois. Il y a tellement de personnes qui savent pas où aller, comment aller. Est-ce que tu aurais comme ça une astuce, un conseil, quelque chose, n'importe quoi? Je pense que moi, je suis preneuse, mais tout le monde moi aussi, hein, qui écoute et qui verra le replay sera également preneur, se poserait la question parce qu'il y a vraiment un fil conducteur dans ton parcours, quelque chose d'intangible, avec vraiment un plan de carrière, avec quelque chose d'une vision. Donne-nous quelque chose, pas possible de laisser comme ça. Comment on fait pour se projeter et avoir comme ça un plan de carrière, un plan sur son avenir, quelque chose qui nous permet d'avoir quelque chose, oui, un objectif à atteindre au bout du tunnel ou je sais pas moi, juste toute sa vie, mais donne-nous quelque chose s'il te plaît, parce que... Alors, moi, je dirais le sport. Ah, c'est inattendu. Ah, oui. Je dirais le sport. Je suis une amoureuse du sport. Très petite, je regardais des matchs de football, tennis. Je fais du sport. Et le sport développe un esprit battant, un esprit de gagnant. Et non seulement je dis une compétition, mais plutôt une émulation avec les autres, mais surtout avec soi. Moi, j'adore faire de la course de fond, d'accord? Et je me mets de petits objectifs comme ça, d'accord? C'est dur, mais petit à petit, j'y arrive. Et je me dis, ok, je dois partir d'un point A pour aller à un point B. Il faut que je fasse 5 km. Et j'y vais pas à pas. Et je pense que ce mindset-là que j'ai développé depuis que je suis jeune. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu 18 au baccalauréat en sport. Voilà, 19 en gymnastique. J'étais une petite gymnaste quand même. Voilà. Plus petite, je voulais être danseuse étoile quand même. Ah oui. Ah oui, rien à voir. Donc, voilà, donc j'ai développé vraiment cet esprit sportif. Même à l'école, j'avais cet esprit-là. Et pour moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour mettre des plans, regarder. Parce que quand on s'entraîne, quand on est sportif, il faut regarder, ok, je dois faire ça, je m'entraîne pour atteindre tel but, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc cet esprit de vision revient. Moi, en tout cas, si c'est un conseil que j'ai à donner, c'est un conseil. Le sport t'aide énormément côté physique, côté intellectuel, côté projection, côté être battant. Voilà. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Bon, après, il y a aussi, c'est vrai, l'éducation qui aide beaucoup. Donc, j'encourage toutes les mamans, les papas à vraiment encadrer leurs enfants, à leur dire que c'était possible. Moi, mon père m'a toujours dit que c'était possible. Mon père nous a éduqués, hommes et femmes, sans différence quant à l'intellect. Aucune différence quant à l'intellect. On était pareils. Et moi, je crois en ça. Et je pense que c'est pourquoi je n'ai pas peur, en fait. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me retrouver devant 200 personnes que des hommes. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La petite anecdote, quand je commençais comme ingénieur, j'étais la seule dame dans un dépôt fait que d'hommes. Et je devais rentrer avec des appareils respirateurs comme des sapeurs-pompiers dans des réservoirs de 15 millions de litres qui étaient vidés.
et c'est moi qui faisais les tests de gaz pour voir si les gens pouvaient rentrer. Je sortais pour leur donner leur autorisation de travail pour qu'ils rentrent, faire leur travail sans que personne ne reste dedans parce que c'était dangereux. Je le faisais à 24 ans. J'ai jamais eu peur de le faire. Voilà. Et mon père m'a éduqué comme cela. Voilà. Donc c'est un message que je lance. L'éducation, il faut commencer petit et puis il faut faire du sport. Voilà. Et puis il faut croire en soi. Il faut croire en soi, pas à pas, mais il faut croire en soi. Voilà, à pas, mais il faut croire. On n'a pas pu trouver de meilleurs mots pour la fin, n'est-ce pas, Là, c'est top. C'est top. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Ney, d'avoir consacré une heure à parler de ton beau parcours. Et c'est au-delà des diplômes, c'est aussi un cœur qui bat. On sent vraiment un cœur qui bat. Une petite fille, une femme, quelqu'un qui est émerveillé et puis qui croit et qui planifie. Ça, la planification, ça c'est important. Donc merci énormément. Et puis que vous dire de plus pour enchaîner sur le programme à venir, pas sur Focus Sur, mais sur The Focus, puisque Ndeye parlait justement de croire en soi et de petits pas. On vous rappelle qu'on a une masterclass le 6 mars sur la confiance en soi à 17h30, donc c'est un samedi, et justement où on va justement parler d'avancer par petits pas vers un objectif, peu importe l'objectif que vous nourrissez en vous. Et voilà, donc c'était important j'enchaîne sur ça pour que justement les personnes qui écoutent et qui se disent oui mais Ndeye c'est bien ce qu'elle dit là, mais moi j'arrive pas, j'ai pas ça. Et bien écoutez, rejoignez-nous, on va vous aider et voilà, merci beaucoup Ndeye. Merci beaucoup Joël, merci beaucoup Perle, ce fut un grand honneur pour moi. L'honneur est partagé, en tout cas, surtout pour nous, de notre côté. C'était une belle émission, une fois de plus. Donc, Joël a très bien tout résumé et on va donc prendre l'antenne. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le dimanche à 15h30 en petit, donc à dimanche prochain sur The Focus, donc un dédié à l'univers de la femme, de la mère, de la. Bon dimanche à vous.